Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Je vais continuer dans cette série de concours Mine-Pont. Nous allons toujours voir 2023 le sujet de mathématiques 2, ok, pour les mathématiciens, MP. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai répondu, on a vu cette question-là ensemble. Si vous n'avez pas suivi ça, allez sur ma première vidéo dans cette série, vous allez voir ça. Dans cette vidéo, maintenant, je vais répondre à la question numéro 3, qui dit en fait que de justifier que lorsque vous avez une fonction phi, qui a une application de classe C1 de 0 à pi dans R, alors la limite lorsque instant v plus infini de l'intégrale de 0 à pi, de phi de t sinus de x de t d de t, que ça donne 0. Okay. Ceci, c'est un problème général en fait. Vous pouvez montrer de façon générale que quand vous avez f qui est en fait une fonction de si f est C1 sur un intervalle par exemple AB, vous pouvez toujours montrer en fait que la limite lorsque n tend vers plus infini de l'intégrale de A à B de f de x cosinus de nx dx, que ceci ça donne toujours 0. La même chose que au lieu de cosinus, si vous avez sinus de nx dx, tout ceci, ça donne toujours 0. Ok. Donc, c'est un classique. Il suffit simplement que la fonction soit continue et une fois dérivable, que la dérivée soit aussi continue sur l'intervalle AB. Vous pouvez toujours montrer que cette limite-là, ça donne 0. Donc, la preuve que je veux présenter ici, c'est possible si on vous donne un problème comme ça. Et vous allez souvent voir ce genre de questions lorsqu'il s'agit des analyses de séries de Fourier. Ok. Mais dans ce contexte, on n'est pas avec une série de Fourier. Toutefois, on veut montrer que ceci est vrai. Donc, je vais vous proposer une méthodologie de résolution de ça. Donc, voyons le problème ensemble. Donc, voilà, ici, c'est le problème. Donc, on nous dit en fait justifier. Donc, voici ce qu'on veut faire. On veut justifier que lorsque phi est C1 de 0 à pi dans R, que cette limite-là, ça donne toujours 0. Ok. Maintenant, comment il faut faire? On va simplement utiliser ce que nous a donné, ce que le problème nous a donné. On nous a dit que la fonction est de classe C1, qu'est-ce que ça veut dire d'être de classe C1? C'est que la fonction est continue, ok, et dérivable une fois. Et la dérivée est aussi continue sur cet intervalle-là. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que simplement vous avez une continuité uniforme en fait. Ok, donc on a une continuité uniforme, ceci est continu de façon uniforme sur l'intervalle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons simplement appliquer la définition qu'on nous donne. Quand vous prenez votre premier cours d'analyse, la définition de continuité qu'on vous donne. OK. Donc, on dira que pour tout epsilon supérieur à 0, epsilon c'est petit bien sûr. C'est qu'il existe un gamma, OK, aussi supérieur à 0, petit, tel que, on a ceci. Vous prenez la fonction phi de t moins phi d'un s, lorsque c'est inférieur à epsilon, si la valeur absolue en fait de t moins x est inférieure à gamma. Ok, donc ceci vient avant cette condition-là. Donc si vous avez la valeur absolue de t moins s, c'est plus petit qu'un certain gamma, ça veut dire que leur image aussi c'est plus petit que tout epsilon donné. Ok, simplement ça c'est la continuité. Ce que ça veut dire simplement que lorsque vous prenez s si s s'approche de t à gauche comme à droite, c'est que leur image aussi s'approche les uns des autres. Cette condition, ça doit être satisfait pour que la fonction soit continue en tout point, en fait. Ok, donc nous avons ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On nous a donné l'intervalle 0 à pi. Ce que je vais faire, il faut maintenant partitionner l'intervalle. Puisqu'on est sûr que notre fonction est continue, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai l'intervalle de 0 à pi. Ok. Je vais couper l'intervalle là en de petits intervalles. Donc, on scinde cet intervalle-là en t0. Donc, pour prendre t0 égale à 0, t1, jusqu'à t un certain tm qui vous donne pi. Ok. Maintenant, il faut s'assurer d'une chose. Et on peut toujours faire ça puisque la fonction est continue sur l'intervalle. Donc, je vais choisir tk de telle sorte que tk moins 1 est plus petit que gamma. Donc, en fait, le par ici, le par que j'ai choisi est plus petit que gamma. Ce par-là est plus petit que gamma. Ceci est important dans la construction de cette preuve-là. Si vous trouvez une autre preuve, faites-moi savoir.
Mais en fait, ce choix, c'est important. Et il n'y a rien qui m'empêche de faire ce choix-là. Je peux faire ce choix-là. OK? Maintenant, avec ça, maintenant, nous allons simplement utiliser la formule intégrale de Riemann. OK? Dans l'intégrale de 0 à pi de la fonction phi de t sinus de x de t d de t, bien sûr, on n'a pas de problème avec la fonction sinus x de t, puisque c'est une fonction qui est continue, dérivable, surtout R. Voilà. Donc, ça veut dire que ceci, maintenant, ça fait la somme de k allant de 0 à m. 0 à n plutôt. Ici, ça doit être n. OK. Dans 0 à n, de t de... Maintenant, vous intégrez de t de k moins 1 à t de k, vous intégrez votre fonction. Donc ça, c'est possible, on peut écrire ça, formule intégrale de Riemann. Puisque la fonction est continue, c'est sûr que l'intervalle, ce qui est ici converge, la somme en fait, ça converge lorsque vous prenez n est très grand, la somme va converger vers la valeur de l'intégrale de gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, maintenant, nous allons essayer, nous allons inventer quelque chose. Donc, je vais inventer un phi de t de k, ok? Multiplié par l'intégrale, cette intégrale, le sinus de t de x de t de k moins 1 à t de k. Et maintenant, je vais encore soustraire ça. Donc, ce que je fais, j'invente ceci ici, mais j'enlève aussi ça de ce côté. Donc, c'est une façon de réécrire ce qui est ici. Ok, je n'ai rien fait. Alors, j'appelle ça la technique de la main habile. Donc, ce que je fais, j'ajoute quelque chose, je retranche encore la chose. Donc, tout est équilibré. J'espère que c'est clair pour tout le monde ici. Ok, donc je crée sur cette partie-là qui est ici, mais je soustrais encore la partie-là d'ici. Maintenant, la suite, qu'est-ce que je fais à partir d'ici? Donc, à partir d'ici maintenant, voilà, j'ai réécrit simplement. Ici, nous réécrivons simplement ce que je disais là-bas. Je ne fais que réécrire ça ici. Ok. Donc voilà, nous avons ceci qui est ici. Juste l'expression que j'avais là-bas. Et je réécris encore ce que j'avais dit. Donc j'invente maintenant. Voilà, ici c'est k moins 1. T de k moins 1. Donc on invente cette partie-là. On soustrait la partie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre maintenant la valeur absolue de l'intégrale là, qu'on veut montrer que c'est qui tend vers 0. Donc cette valeur absolue, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de la partie droite. Ok? Donc la valeur absolue de ceci, c'est simplement égal à la valeur absolue de ceci. Maintenant, je vais utiliser la formule de l'inégalité triangulaire généralisée. Okay? On sait qu'en fait, quand vous avez la valeur absolue de la somme de AN, okay, c'est toujours inférieur ou égal à la somme de la valeur absolue de AN. Donc, c'est ça que je vais utiliser ici. Donc, ça veut dire que la valeur absolue de tout ceci, en fait, okay, cette histoire-là, est inférieure ou égale à la valeur absolue de la somme de ce qui est à l'intérieur de la somme. Donc, vous voyez ici, je mets une valeur absolue ici. Je mets aussi une valeur absolue ici. Et je mets maintenant, je mets la valeur absolue autour de l'intégrale. Donc, on va mettre la valeur absolue autour de cette intégrale. Mais aussi, rappelez-vous que quand vous avez la valeur absolue de l'intégrale, d'une fonction comme ça, c'est toujours inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. OK. Donc, ceci, j'ai utilisé ça ici pour obtenir cette partie-là. Donc, nous sommes là. OK. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on va voir chaque partie maintenant. Je vais voir cette partie-là, que j'appelle cette partie, que je vais appeler 2. Bien, 1, si vous me le permettez. Donc, on va voir ça ici. Qu'est-ce que ça nous donne en fait? On est là, on a phi de t moins phi de t de k, d de t. OK? Maintenant, je dis que tout ceci est inférieur à epsilon. Pourquoi? En fait, nous sommes ici. Nous sommes dans l'intervalle. On voit que t est dans quel intervalle? Elle est dans l'intervalle t de k moins 1, t de k. OK? Donc, clairement, si vous prenez la valeur absolue de t de k moins t, en fait, c'est plus petit que gamma. OK? Ceci est plus petit que gamma. Donc, on est dans cette condition-là. C'est pourquoi je dis, on doit... En fait, ceci est garanti par ce choix-là. On a vu que le pas est plus petit que gamma. OK? Donc, ceci est plus petit que gamma. Et si ceci est plus petit que gamma, ça voudra simplement dire que quoi? Que la valeur absolue de phi de t à moins phi de t de k est plus petit que epsilon. Pourquoi? Parce que notre fonction phi est continue.
Rappelez-vous de la condition de continuité ici qu'on a ici. Lorsque si vous avez t moins x inférieur à gamma, alors phi de t moins phi de s doit être plus petit que ceci. Ok. Donc, voilà, on est là. Et si ceci est plus petit que epsilon, ça veut dire que l'intégrale est plus petit que l'intégrale de tk moins 1 tk de epsilon d de t. Donc, simplement, c'est égal à cette intégrale, on voit que c'est epsilon tk moins t de k moins 1. Maintenant, tout ceci est inférieur à epsilon fois gamma. Pourquoi? Parce que epsilon fois gamma, en fait, pourquoi? Parce que tk moins 1 est plus petit que gamma. Donc, ceci est toujours valide. Maintenant, ceci, c'est approximativement 0,1 parce que epsilon et gamma, ce sont des nombres infiniment petits. C'est de petits nombres. Ok. Donc, cette partie, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on va voir la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ce qui est ici. Donc, on va voir cette intégrale-là. Peut-être que j'appelle 1. Donc, cette intégrale 1 maintenant. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne? Ceci, on peut calculer directement, hein, parce que c'est sinus de x de t, d de t. On est en train d'intégrer par rapport à t. Il n'y a pas de problème. Quelle est la primitive de sinus x de t, d de t? On sait que c'est moins 1 sur cosinus x de t, simplement. Maintenant, il faut remplacer tk, il faut remplacer tk moins 1. Donc, nous avons ceci. Ok. Maintenant, on veut voir la valeur absolue. La valeur absolue de tout ceci, il y a une valeur absolue ici. Donc, ça fait 1 sur la valeur absolue de x, bien sûr. Et la valeur absolue de cosinus de x, tk moins cosinus de x, tk moins 1. Maintenant, également, on va utiliser l'inégalité triangulaire. Ok. Tout ceci, maintenant, est inférieur à la valeur absolue, la somme des deux valeurs absolues. Ok. Maintenant, on sait que pour tout nombre, la valeur absolue de cosinus de x de tk, c'est toujours plus petit que 1. Ok. Et l'autre aussi, cosinus de x tk moins 1. C'est plus petit que 1. Donc, tout ceci est plus petit que 2 divisé par la valeur absolue de x. Ok. Donc, finalement, c'est que nous avons la deuxième partie là, 2, ou peut-être 1. 1 est plus petit que 2 sur la valeur absolue de x. Donc, je vais réécrire tout ce que nous avons ici là. L'inégalité là. Cette inégalité que nous avons ici, nous pouvons réécrire ça parce qu'on a trouvé, on a majoré 2, on a majoré cette partie de 1 là. Donc, si on réécrit l'inégalité là, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? L'inégalité va nous donner ceci. Que, en fait, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à pi de phi de t, sinus de x de t, d de t, est plus petit que 2 sur la valeur absolue de x, la somme de k allant de 1 à n, de phi, la valeur absolue de phi de t de k, plus ceci. Maintenant, rappelez-vous que je dis toujours ceci, c'est pratiquement 0, puisque epsilon et gamma, ce sont de très petits nombres. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Finalement, nous sommes arrivés ici. Je mets toujours 0. Ok. Maintenant, on va définir quelque chose. On va définir n comme le maximum de la fonction phi de k sur l'intervalle. Notre fonction, c'est sûr que ça a une valeur. Il y a un maximum. Ça a une valeur maximale sur cet intervalle-là. Et si c'est ceci, ça veut dire que simplement que la valeur absolue de phi de t de k, ok, est plus petit que, en fait, que notre m là. Donc, j'appelle ça la m. Donc, m, en fait, ça fait le maximum de notre fonction sur l'intervalle. Je vais écrire ça correctement bien. Dans la m, qui fait, en fait, le maximum de ça. Ceci voudra simplement dire que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure maintenant à ceci. Comment j'ai obtenu ceci? Donc, vous aurez 2 sur valeur absolue de x, somme de m, k allant de 1 à n. Ok. Donc, simplement, ce que vous prenez, la même chose, vous prenez m, n fois, en fait. Donc, ça fait n fois m plus epsilon. Ici. Maintenant, vous voyez clairement, la limite de ceci, là, on voit que la valeur absolue de l'intégrale, là, à pi, de phi de t, sinus de x de t, d de t, on voit que c'est inférieur à 2 sur valeur absolue de x, nm.
en fait, plus quelque chose qui est 0, plus quelque chose qui tend vers 0, hein. Ceci aussi, ça tend vers 0. Donc, si x tend vers plus infini, on voit clairement que cette partie-là tend vers 0. Donc, le tout tend vers 0, en fait. Donc, voilà la preuve de ce qu'on nous demande. Comment il faut montrer ceci. Et comme je l'ai dit, c'est une preuve générale. Vous pouvez toujours montrer que quand vous avez une fonction qui est de classe C1, c'est que sur l'intervalle A à B, si vous faites l'intégrale de A à B, lorsque n tend vers l'infini de f de x sinus de n de x, ou bien cosinus de n de x, ça tend toujours vers 0. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas aussi de partager. Soyez connectés, toujours pour des problèmes de maths.